Quelle est la véritable valeur d'un simple acte de bonté? Pour Ariane Hébert, une serveuse de 23 ans noyée sous les dettes et les factures médicales de sa famille, c'était une question qu'elle n'avait jamais pensé à se poser. Elle travaillait à la Cuillère Dorée, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, un endroit où la compassion était une monnaie rarement dépensée. Mais lorsqu'un vieil homme démuni a franchi ses portes, grelottant et ignoré de tous, elle a fait un choix. C'était un choix qui allait lui coûter tout ce qu'elle avait. Juste avant de la conduire à une vérité si stupéfiante qu'elle changerait le cours de sa vie pour toujours. Et si la personne que vous aviez aidée, celle que tout le monde avait rejetée, était secrètement la personne la plus puissante de la pièce? Ariane Hébert sentit la douleur dans ses os avant même de sentir le froid de l'air de fin octobre. C'était une lassitude profonde et bien installée qui était devenue sa compagne de tous les instants. À 23 ans, elle menait une vie qui semblait avoir 10 ans de plus. Le jour, elle était étudiante à l'école Boulle, son carnet de croquis rempli de rêves vibrants d'architecture et de lumière. La nuit, elle portait l'uniforme noir et blanc amidonné d'une serveuse à la Cuillère Dorée, un lieu où les rêves étaient soit consommés dans des assiettes dorées sur tranches, soit écrasés sous le talon d'une chaussure en cuir verni. La Cuillère Dorée n'était pas seulement un restaurant. C'était un théâtre de la richesse sur l'avenue Montaigne. Les sols en marbre brillaient sous des lustres qui dégoulinaient de lumière cristalline, reflétant les sourires polis de l'élite de la ville. L'air, épais de l'odeur d'huile de truffe et d'ambition tranquille, était à des années-lumière de l'appartement exigu de Montreuil qu'elle partageait avec sa mère et son jeune frère, Léo. Léo était l'encre de sa vie et la source de sa tempête. Sa mucoviscidose était un voleur implacable, lui volant son souffle, son énergie, et chaque euro qu'Ariane et sa mère pouvaient rassembler. Le dernier traitement expérimental, un mince et désespéré espoir offert par un spécialiste de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avait un prix qui ressemblait plus à un code postal. Alors Ariane travaillait. Elle prenait des services supplémentaires, sacrifiait son sommeil pour ses études, et déversait son énergie déclinante à servir des gens pour qui un dîner à 1000 € était un mardi ordinaire. Son directeur, M. Richard Dubois, était un homme taillé dans la glace. Son obsession était la perfection, ou plutôt l'apparence de la perfection. Une fourchette placée à 1 mm de son alignement, un verre d'eau à moins des 3/4 plein, un sourire qui n'atteignait pas tout à fait les yeux. C'étaient des péchés capitaux dans son livre. Il patrouillait la salle à manger comme un requin, ses yeux scrutant toute imperfection qui pourrait ternir la réputation du restaurant aux 3 étoiles Michelin. Hébert. Sa voix trancha le bourdonnement des conversations. Table 7. Les Durand-Martin. Ne restez pas là à rêvasser. Leur Pellegrino aurait dû être ouverte il y a 30 secondes. Oui, monsieur Dubois, murmura Ariane, sentant ses propres rêves devenir une langue lointaine et oubliée. C'est un jeudi soir particulièrement brutal, alors que la pluie s'abattait contre les fenêtres panoramiques, que la porte carillonna. Mais la personne qui entra n'était pas un financier élégant ou une mondaine drapée de Chanel. C'était un vieil homme. Il était un fantôme d'un autre monde. Son manteau, un fin tweed usé jusqu'à la corde, était trempé, collant à sa silhouette squelettique. Son visage était une carte routière des épreuves, ses cheveux blancs plaqués sur son crâne par la pluie. Il serrait une canne en bois usé, les jointures de ses doigts blanches, et ses yeux, d'un bleu étonnamment clair, parcouraient la pièce opulente avec un mélange de confusion et de désespoir. Il avait l'air perdu, frigorifié et complètement déplacé. Un silence tomba sur les tables les plus proches. Une femme en robe de soie rapprocha subtilement son sac fendi. Le maître d'hôtel, un jeune homme nommé Julien, figea son sourire de circonstance, hésitant. Monsieur Dubois se matérialisa instantanément, son visage un masque de fureur contrôlée. « Monsieur, » commença Dubois, sa voix basse et menaçante. « Je crois que vous faites erreur. Ceci est un établissement privé. » Le vieil homme tressaillit mais tint bon. « J'ai juste besoin de m'abriter de la pluie un moment, » dit-il d'une voix rauque, mince et fragile comme du papier. « Peut-être juste un verre d'eau. » « Nous ne servons pas juste de l'eau aux vagabonds, » siffla Dubois, faisant déjà signe à la sécurité. « Vous dérangez notre clientèle. Veuillez partir maintenant. » Ariane observait de l'autre côté de la salle, un plateau de hors-d'œuvre lourd dans ses mains, son cœur se serrant. Elle voyait au-delà du manteau en lambeaux et des mains tremblantes. Dans ses yeux bleu pâle, elle vit la même lueur de vulnérabilité qu'elle voyait dans ceux de Léo après un traitement respiratoire difficile. C'était le regard de quelqu'un qui menait une bataille que personne d'autre ne pouvait voir. Chaque instinct, chaque règle inculquée par Dubois lui criait de détourner le regard, de retourner au travail, de laisser la sécurité s'en occuper. Perdre ce travail n'était pas une option. C'était la bouée de sauvetage de Léo. Mais alors le regard du vieil homme croisa le sien. Pendant une seconde fugace, il y eut une étincelle de reconnaissance, un appel muet qui transcendait le gouffre entre leurs mondes.
À ce moment, il n'était pas un problème à éliminer. C'était une personne. Alors que Dubois et l'agent de sécurité commençaient à le coincer près de l'entrée, Ariane fit quelque chose qu'elle savait qu'elle regretterait. Elle posa son plateau, prit une profonde inspiration et commença à marcher vers eux. L'espace entre son poste et l'entrée du restaurant ressemblait à une corde raide d'1 kilomètre de long. Tous les yeux dans la pièce étaient sur elle. Elle pouvait sentir le regard de M. Dubois la brûler, une promesse silencieuse de représailles. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, un rythme de tambour frénétique contre la symphonie des vers qui teintent et des conversations assourdies. « C'est de la folie, Ariane !» cria une voix dans sa tête. Les médicaments de Léo, le loyer. Ne gâche pas tout pour un étranger. Mais ses pieds continuaient d'avancer. Elle atteignit le petit cercle tendu près de la porte juste au moment où l'agent de sécurité, un homme costaud nommé Franck, posa une main sur le bras du vieil homme. Le vieil homme grimaça, une lueur de douleur traversant ses traits. « Monsieur Dubois, » dit Ariane, sa voix étonnamment stable. « S'il vous plaît, attendez. » Dubois se tourna vers elle, ses yeux se plissant en fente. « Hébert, qu'est-ce que vous croyez faire, bon sang? Retournez à votre section. »« Cela ne vous concerne pas, c'est un client, » déclara Ariane, regardant directement le vieil homme. « Il est entré pour s'abriter de l'orage, et il a demandé à être servi. C'est mon travail de le faire. » Un hoquet collectif ondula à travers les tables voisines. Julien, le maître d'hôtel, la regarda comme si elle venait de se faire pousser une deuxième tête. Défier M. Dubois était un suicide professionnel. « C'est un vagabond qui va faire fuir nos vrais clients, » rétorqua Dubois, sa voix tombant dans un murmure dangereux. « Regardez-le. Il ne peut pas se payer un verre de notre eau, encore moins un repas. Franck, faites-le sortir. »« Non, » dit Ariane, faisant un autre pas en avant, se positionnant légèrement entre le directeur et le vieil homme. Elle adressa son sourire le plus professionnel et désarmant à l'étranger. « Monsieur, je vous prie de m'excuser pour la confusion. Nous avons une table pour vous. Par ici, s'il vous plaît. » Le vieil homme la regarda, ses yeux bleus grands ouverts d'incrédulité. Il semblait aussi stupéfait que tout le monde. Ariane ignora l'expression apoplectique de Dubois et guida doucement l'homme vers la table la plus discrète de sa section, une petite table pour deux près d'une entrée de service, partiellement masquée par un grand ficus en peau. C'était la colonie de lépreux des tables, mais ce soir, c'était un sanctuaire. « Je m'occuperai de vous dans un instant, Hébert », bouillonna Dubois avant de tourner les talons pour apaiser les clients bouche bée. Ariane tira la chaise pour le vieil homme. Ses mouvements étaient raides alors qu'il s'asseyait, son manteau mouillé laissant une tache sombre sur le siège en velours moelleux. Il posa ses mains noueuses sur la nappe blanche immaculée, les regardant comme si elles étaient des objets étrangers. « Merci, mademoiselle, » dit-il, sa voix à peine audible. « Vous n'auriez pas dû faire ça. »« Tout le monde mérite un peu de chaleur par une nuit comme celle-ci, » répondit-elle doucement, dépliant une serviette en lin et la plaçant à côté de lui. « Je m'appelle Ariane. »« Arthur, » dit-il, offrant un faible sourire. « Juste Arthur. » Elle lui apporta un verre d'eau plate avec une tranche de citron, comme elle l'aurait fait pour n'importe quel autre client. Il le but en 3 longues gorgées, sa gorge produisant un petit claquement de soif. « Puis-je vous apporter quelque chose à manger, Arthur ?» demanda-t-elle gentiment. « La soupe du jour est un velouté de tomates crémeux. C'est très chaud. » Il baissa les yeux sur ses mains. Une rougeur de honte monta sur son cou ridé. « Je crains de ne pas avoir d'argent, mademoiselle. Votre patron avait raison. Je voulais juste un endroit où m'asseoir un moment. » Le cœur d'Ariane se serra. Elle pensa aux 50 € dans son portefeuille, réservés pour le renouvellement de l'ordonnance de Léo. C'était un choix qu'elle ne devrait pas avoir à faire. Mais en regardant la posture défaite d'Arthur, elle sut qu'elle l'avait déjà fait. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » dit-elle en se penchant d'un air conspirateur. « Écoutez, la cuisine vient de faire une erreur sur une commande de bœuf bourguignon. C'est un magnifique ragoût braisé lentement. Ils allaient juste le jeter. Ce serait dommage de le gaspiller. Me feriez-vous la faveur de le manger ?» C'était un mensonge, bien sûr, un mensonge transparent, mais il était enveloppé de dignité. Les yeux d'Arthur brillèrent de larmes non versées. Il hocha simplement la tête, incapable de parler. Ariane enregistra la commande dans le système, avec son propre code d'employé, la signalant. Le coût serait directement déduit de ses pourboires et probablement de son prochain salaire. Quand elle apporta le bol fumant à sa table, le riche arôme de vin rouge et de bœuf tendre remplissant l'air, le regard sur son visage était d'une gratitude pure et sans mélange. C'était un regard qui semblait plus précieux que n'importe quel pourboire qu'elle n'avait jamais reçu. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée, comme si c'était son premier repas depuis des jours. Ariane vaquait à ses occupations,
servant les Durand-Martin, remplissant les verres de vin et apaisant les convives impatients, tout en sentant la chaleur cuisante du regard de M. Dubois. Elle savait que le jugement approchait, et quand Arthur eut fini son repas et qu'elle débarrassait son assiette, il arriva. « Mon bureau !» Tout de suite, ordonna Dubois derrière elle, sa voix dénuée de toute chaleur. L'estomac d'Ariane se noua. Elle fit un signe de tête rassurante à Arthur avant de suivre son directeur dans le petit bureau stérile derrière la cuisine. La porte se referma avec un clic, scellant son destin. L'air dans le bureau de M. Dubois était froid et sentait légèrement l'eau de Javel et la déception. Il était assis derrière son grand bureau en acajou, ses doigts joints, son visage un masque orageux. Ariane se tenait devant lui, le dos droit, les mains jointes derrière le dos pour les empêcher de trembler. « Expliquez-vous, Hébert », commença-t-il, sa voix dangereusement calme. « Je fournissais un service à une personne qui est entrée dans le restaurant, monsieur, dit-elle, gardant son ton respectueux mais ferme. Vous sapiez mon autorité, vous nuisiez à notre image de marque et vous nous coûtez de l'argent. » lança-t-il, sa contenance se fissurant. « J'ai une plainte à 200 € de madame Durand-Martin à la table 7 parce qu'elle a dû regarder cette souillure pendant qu'elle mangeait son homard thermidor. Et je vois une facturation pour un bœuf bourguignon à 48 € sur votre compte employé. Êtes-vous folle ? » Il avait faim et froid, monsieur Dubois. « Ce n'est pas une soupe populaire, » rugit-il en frappant son poing sur le bureau. « C'est l'un des meilleurs établissements de restauration du monde. Notre image est tout. Votre charité de bien-pensante a mis cela en péril. C'est votre dernier avertissement. Un autre faux pas, un autre orteil hors de la ligne, et vous êtes parti. Me comprenez-vous ? » « Oui, monsieur Dubois, » dit-elle, les mots ayant un goût de cendre. « Maintenant, sortez et débarrassez cette table. Je le veux parti avant le rush du dessert. » Ariane sortit du bureau, son corps tremblant d'un mélange de peur et d'adrénaline. L'avertissement était clair. La menace pour son gagne-pain, pour le bien-être de Léo, était bien réelle. Mais alors qu'elle retournait dans la salle à manger, un étrange sentiment de résolution s'installa en elle. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle se dirigea vers la table d'Arthur. Il regardait par la fenêtre la pluie, qui s'était adoucie en une douce bruine. « Est-ce que tout va bien, ma chère ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. Il avait vu la confrontation. « Tout va bien, » mentit-elle avec un sourire. « J'espère que vous avez apprécié le repas. »« C'était le meilleur que j'ai eu depuis très longtemps, » dit-il, son regard sincère. « Vous avez un cœur bon, Ariane. Ne laissez personne vous l'enlever. » Ces mots, simples et sincères, la fortifièrent plus qu'il ne pouvait l'imaginer. À sa grande surprise, Arthur revint le jeudi suivant, et le jeudi d'après. Il devint une présence discrète et sans prétention à sa petite table près du ficus. Il était toujours propre, bien que ses vêtements soient restés usés. Il ne demandait jamais rien d'autre que de l'eau, et à chaque fois, Ariane trouvait un moyen de lui apporter un repas. Parfois, c'était une erreur de commande. D'autres fois, un échantillon du chef qu'elle était censée goûter. Elle le payait de ses pourboires qui diminuaient, une transaction secrète entre elles, le personnel de cuisine qui avait appris à détourner le regard, et le vieil homme aux yeux bienveillants. Ils commencèrent à parler. Elle apprit qu'Arthur avait été maçon dans sa jeunesse, et que sa femme, Éléonore, était décédée quelques années auparavant. Il parlait d'elle avec une révérence qui serrait la gorge d'Ariane. « Elle était l'architecte de nos vies, » lui dit-il un soir, les yeux lointains. Elle pouvait voir la beauté dans des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Elle aurait adoré cet endroit, non pas pour le glamour, mais pour la lumière. Elle a toujours aimé la lumière. Ariane, à son tour, se surprit à s'ouvrir à lui. Elle lui parla de l'école Boulle, de son rêve de concevoir des bâtiments qui ressemblent à des foyers, pas seulement à des maisons. Et avec hésitation, elle lui parla de Léo. Elle décrivit son sens de l'humour malicieux, son amour pour les jeux vidéo, et le bourdonnement constant et terrifiant du nébuliseur dans leur petit appartement. Elle parla de sa peur, du poids écrasant des factures médicales, et de la culpabilité de ne jamais pouvoir en faire assez. Arthur écoutait. Il n'offrait pas de platitude ou de réconfort vide. Il écoutait simplement, ses yeux bleus remplis d'une profonde compréhension compatissante qui la faisait se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis très longtemps. Il devint son confident. Leurs dîners hebdomadaires, une petite île de paix dans sa vie turbulente. Les autres membres du personnel remarquèrent, bien sûr. Certains se moquaient d'elle, l'appelant « Sainte Ariane de la soupe populaire ». D'autres, comme Marie, une serveuse chevronnée aux yeux fatigués et au sourire aimable, lui glissaient occasionnellement un billet de 20 €. « Pour ton frère », chuchotait-elle. « Tu es une bonne gamine. » Monsieur Dubois observait tout cela, sa désapprobation une force palpable. Il semblait attendre son heure,
attendant le moment parfait pour frapper. Ariane savait qu'elle était sur la sellette, mais le lien qu'elle avait tissé avec Arthur semblait trop important pour être rompu. Il était plus qu'un simple cas de charité. Il était son ami. Un soir, après un appel téléphonique particulièrement difficile avec le médecin de Léo au sujet des coûts croissants d'un nouveau médicament, Ariane sentait la pression plus que jamais. Elle était distraite, ses mouvements moins précis. Elle renversa accidentellement quelques gouttes de vin rouge en servant un gestionnaire de fonds spéculatif notoirement difficile. Dubois fondit sur elle en un instant, sa réprimande publique fut vive et humiliante. Alors qu'elle se retirait dans la cuisine, les yeux brûlants de larmes, elle ressentit un profond sentiment de désespoir. Plus tard, alors qu'elle servait à Arthur son surplus de hachis parmentier, il remarqua ses yeux rougis. « Une soirée difficile ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. Il tendit la main à travers la table et tapota la sienne avec sa main calleuse et tremblante. « L'acier le plus solide est forgé dans le feu le plus chaud, Ariane, » dit-il doucement. « Souviens-toi de ça. » Le simple contact, la force tranquille de ses mots suffirent à l'empêcher de s'effondrer. Mais elle ne savait pas que le feu était sur le point de devenir beaucoup plus chaud. Le point de rupture approchait, et il allait être bien plus dévastateur qu'un verre de vin renversé. Le premier mardi de décembre apporta avec lui un vent glacial et les premières bourrasques de neige de la ville. Il amena également Madame Geneviève Delacour à la Cuillère Dorée. Madame Delacour n'était pas seulement riche. Elle était de la vieille fortune parisienne, une femme dont l'opinion pouvait faire ou défaire la réputation d'un restaurant du jour au lendemain. Elle dînait avec un critique gastronomique du Figaro, et la tension dans l'air était assez épaisse pour être découpée et servie en plat principal. Monsieur Dubois était un tourbillon d'énergie frénétique, planant au-dessus de leur table, s'assurant personnellement que chaque détail était impeccable. Tout le personnel était sur les nerfs. Pour Ariane, ce n'était qu'une autre nuit à marcher sur des œufs. Arthur arriva à son heure habituelle, secouant les flocons de neige de son manteau mince. Il paraissait plus pâle que d'habitude, le froid semblant s'être infiltré jusqu'à ses os. Ariane l'installa à sa table, le cœur endolori par son frisson visible. Elle lui apporta rapidement une tasse de thé fumante, chuchotant que c'était offert par la maison. « Vous allez attraper la mort, Arthur » le gronda-t-elle gentiment. « Ce manteau n'est pas assez chaud. » Il se contenta de sourire. « Une tasse de thé chaud et de la bonne compagnie valent mieux que n'importe quel manteau, ma chère. » Leur coin tranquille était à des mondes du drame à enjeux élevés qui se déroulaient à la table de Madame Delacour. Mais ces mondes étaient sur le point d'entrer en collision. Alors qu'Ariane livrait le plat principal, une seule meunière méticuleusement présentée, aux critiques, la main parfaitement manucurée de Madame Delacour jaillit et agrippa son poignet. Sa prise était étonnamment forte, ses bagues en diamant s'enfonçant dans la peau d'Ariane. « Jeune fille, » dit-elle, sa voix dégoulinant de dédain alors qu'elle hochait la tête vers la table d'Arthur. « Qu'est-ce que ça fait ici ?» Ariane se figea. « Je suis désolée, madame. » Ce déchet, précisa-t-elle, son nez plissé de dégoût. Je vous observe le choyer depuis une demi-heure. C'est la Cuillère Dorée, pas un refuge pour sans-abri. Sa présence gâche complètement mon appétit. Je viens ici pour une expérience, pas pour être confronté à la misère de la ville. Le critique s'arrêta, sa fourchette en suspens, ses yeux allant de Madame Delacour au vieil homme. Il prenait des notes. Monsieur Dubois, qui observait de loin, intervint instantanément. Son visage était cendré. « Madame Delacour, je suis terriblement désolé. Veuillez accepter mes plus profondes excuses. C'est un problème de personnel interne qui est en train d'être réglé immédiatement. » Il lança à Ariane un regard de pur venin. Ce n'était plus un avertissement. C'était une condamnation à mort. Il se dirigea d'un pas rapide vers la table d'Arthur, sa posture rigide de fureur. Ariane, le cœur battant dans ses oreilles, suivit à quelques pas derrière, un terrible pressentiment l'envahissant. « Vous » aboya Dubois à Arthur, se dispensant de toute prétention de civilité. « Dehors. Votre petite séance de charité est terminée. Sortez de mon restaurant maintenant. » Arthur leva les yeux, son expression plus triste que surprise. « Mon fils, il n'est pas nécessaire. Je ne suis pas votre fils. » Cracha Dubois, sa voix s'élevant, attirant l'attention de toute la salle à manger. Il attrapa le bord de la table d'Arthur. « J'ai toléré ces bêtises pendant des semaines à cause d'elle, » gronda-t-il, pointant un doigt tremblant vers Ariane. « Mais ça se termine ce soir. Vous êtes une honte pour cet établissement. » Et avec un grognement d'effort, il renversa la table. Le fracas fut assourdissant. La tasse de thé se brisa sur le sol en marbre. La petite assiette et les couverts cliquetèrent. Arthur, pris par surprise, repoussa sa chaise avec un cri,
évitant de justesse la table qui tombait. Tout le restaurant se tut. Les dîneurs regardaient, bouche bée. Ariane se précipita. « Arthur, ça va ?» L'ignorant, Dubois tourna sa fureur totale et débridée contre Ariane. « Vous êtes fini !» hurla-t-il, son visage déformé par une rage violette. « Vous êtes renvoyé. Vous n'avez apporté que des ennuis à mon restaurant depuis que vous avez commencé ce petit projet pathétique. Votre sentimentalité, votre insubordination grossière, ça s'arrête maintenant. Prenez vos affaires et sortez. Vous ne travaillerez plus jamais dans un autre restaurant haut de gamme de cette ville. Je m'en assurerai personnellement. » Les mots la frappèrent comme des coups physiques. Renvoyée, sur liste noire. La pièce commença à tourner. Elle vit le visage de Léo dans son esprit, la pile de factures impayées sur le comptoir de sa cuisine. Tout était fini. Tout ça parce qu'elle avait montré un peu de gentillesse. Les larmes montèrent à ses yeux, chaudes et honteuses. Franck, l'agent de sécurité, se dirigeait déjà vers Arthur, son expression sombre. Madame de la Cour observait avec un air de satisfaction froide. Ariane sentit une main sur son bras. C'était Marie, la serveuse plus âgée. « Viens, ma chérie, » murmura-t-elle, ses propres yeux remplis de pitié. « Allons-y. Ça n'en vaut pas la peine. » Vaincue, humiliée, Ariane laissa Marie la conduire. Elle jeta un dernier regard navré à Arthur, qui était en train d'être relevé par l'agent de sécurité. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, et en eux elle ne vit ni peur ni colère. Elle vit tout autre chose. Une déception profonde, bouillonnante, et quelque chose qui ressemblait presque à de la résolution. Alors qu'elles atteignaient l'entrée du personnel, une voix traversa la salle à manger silencieuse et choquée. C'était une voix qui était soudainement claire, forte et remplie d'une autorité qui fit taire tout le reste. C'était la voix d'Arthur. « Arrêtez !» Tout le monde se figea. Franck cessa de tirer sur son bras. Dubois, qui redressait sa cravate, se retourna avec un ricanement. « Avez-vous dit quelque chose ?» se moqua Dubois. « Vous n'êtes pas en position de donner des ordres. » Le vieil homme se redressa. Il sembla se défaire de sa fragilité comme d'un manteau, sa posture devenant imposante. Il épousseta un morceau de peluche de sa veste en tweed usé d'une main ferme. Il regarda directement Dubois, et ses yeux bleu pâle étaient maintenant aussi vifs et froids que des éclats de glace. « Au contraire, monsieur Dubois, » dit le vieil homme, sa voix résonnant avec une puissance qui remplit la salle caverneuse. « Je suis dans la seule position qui compte. » Il fit un pas lent et délibéré en avant. « Mon nom n'est pas Arthur, » annonça-t-il, sa voix inébranlable. « C'est l'Arthur Pélissier, et je suis le propriétaire milliardaire de ce restaurant et de tous les autres établissements du groupe hôtelier Pélissier. » Un silence si profond tomba sur la cuillère dorée que le doux bourdonnement des réfrigérateurs à vin sembla un rugissement. Chaque convive, chaque chef jetant un œil par les portes de la cuisine, chaque membre du personnel de service se tenait figé, les yeux rivés sur le vieil homme qui n'était plus seulement un vieil homme. Le ricanement de M. Dubois fondit de son visage, remplacé par une vague d'incrédulité béate. Son visage pâlit, la couleur s'en allant jusqu'à ce qu'il soit de la teinte des nappes blanches amidonnées. « Que comment avez-vous dit ?» bégaya-t-il, le son à peine un couinement. Arthur Pélissier fit un autre pas en avant, sa canne cliquant de manière décisive sur le sol en marbre. L'incertitude tremblante avait disparu de ses mouvements. À sa place se trouvait la démarche mesurée et confiante d'un homme habitué à une autorité absolue. « J'ai dit, » répéta-t-il, sa voix dangereusement égale, « que je suis Arthur Pélissier. J'ai fondé cette entreprise il y a 45 ans avec ma défunte épouse, Éléonore. Je possède ce bâtiment. Je possède le terrain sur lequel il se trouve. Je possède les assiettes dans lesquelles vous servez et l'uniforme sur votre dos. » Il fit un geste dans la pièce d'un mouvement de la main. « Ma femme et moi avons construit notre premier bistrot de nos propres mains. Nous croyions que la nourriture était plus qu'une simple subsistance. C'était un acte de service, de don de chaleur et de dignité aux autres. La partie dorée du nom était son idée d'une blague. La cuillère était la partie importante, l'outil que vous utilisez pour nourrir les gens. » Son regard, aussi aigu qu'un éclat de verre, se posa de nouveau sur le directeur pétrifié. « Je viens ici, dans mon propre restaurant, déguisé depuis 2 mois. Mon conseil d'administration m'a dit que nos marges bénéficiaires étaient à un niveau record, que votre gestion était exemplaire. Mais je me sentais déconnecté de ce que nous avions construit. Je voulais voir si l'âme de cet endroit, l'âme d'Éléonore, était toujours là. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Je n'ai trouvé qu'un monument froid et stérile à la cupidité et à l'ego, un endroit où un vieil homme grelottant est considéré comme une souillure et où la plainte d'un client a plus de valeur que la décence humaine la plus élémentaire. »
Il tourna ensuite les yeux vers Madame de la Cour, la mondaine, qui quelques instants auparavant était une reine sur son trône, et qui maintenant se recroquevillait sur son siège, son visage un masque d'horreur. « Geneviève, dit Arthur, son ton glacial. Votre père Henri doit se retourner dans sa tombe. C'était un homme bon. Il aurait honte de voir la cruauté dont vous avez fait preuve ce soir. Vous avez ma permission de finir votre repas. Ce sera le dernier que vous prendrez jamais. Dans l'un de mes établissements. Vous êtes banni à vie. » Madame de la Cour ouvrit et ferma la bouche comme un poisson, mais aucun son n'en sortit. Le critique gastronomique griffonnait furieusement dans son carnet, les yeux écarquillés. C'était une histoire bien plus grande qu'une critique de Solmenière. Finalement, le regard d'Arthur Pélissier se posa sur Ariane. Elle se tenait toujours près de l'entrée du personnel, sa main tenue par Marie, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle était en état de choc, son esprit luttant pour réconcilier le fragile et doux Arthur avec qui elle s'était liée d'amitié, avec la figure puissante et imposante qui se tenait devant elle maintenant. Il marcha vers elle, son expression s'adoucissant entièrement. La dureté quitta son visage, remplacée par la chaleur familière qu'elle avait appris à connaître. « Et puis, dit-il, sa voix maintenant assez douce pour qu'elle seule l'entende, je vous ai trouvé. » Il s'arrêta devant elle. « Je vous ai observé, Ariane Hébert. Je vous ai regardé risquer votre travail jour après jour. Vous ne m'avez pas seulement donné de la nourriture. Vous m'avez donné votre temps. Vous m'avez donné votre compassion. Vous avez partagé vos histoires, vos peurs et vos rêves. Dans un bâtiment de marbre froid et d'or, vous étiez la seule chose qui était authentique. Vous étiez la seule qui se souvenait à quoi servait la cuillère. » Il regarda Dubois, qui tremblait maintenant de manière incontrôlable. « Monsieur Dubois, vous parliez de marque et d'image. Vous avez raison. Elles sont importantes. C'est pourquoi votre association avec le groupe Pélissier est par la présente terminée. Franck, dit-il à l'agent de sécurité stupéfait, veuillez escorter monsieur Dubois hors des lieux. Il doit récupérer ses effets personnels dans son bureau et rien de plus. Faites préparer ses papiers de licenciement par le service juridique pour demain matin. Accordez-lui une semaine de salaire pour service rendu. » Dubois avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. « Monsieur Pélissier, monsieur, je ne savais pas. C'était une erreur. Un malentendu. » « L'erreur, dit Arthur en lui tournant le dos, a été de penser que la valeur d'une personne est déterminée par le coût de son manteau. Le seul malentendu est le vôtre. Vous avez échoué au test, Richard. » Alors que Franck, le visage un mélange de choc et de devoir sinistre, emmenait le directeur bredouillant et vaincu, un son nouveau et inconnu commença à remplir le restaurant. Il commença à une table, puis se propagea à une autre. C'étaient des applaudissements. Doux au début, puis de plus en plus forts, les clients de la Cuillère Dorée commencèrent à applaudir. Pas pour le milliardaire, mais pour la serveuse qui se tenait en larmes près de la porte. Arthur Pélissier se retourna vers Ariane, ses yeux bleu clair brillants. « Maintenant, mademoiselle Hébert, dit-il avec un petit sourire, je crois que nous avons des choses à discuter, à commencer par votre promotion. » Ariane ne pouvait que le fixer, son esprit un tourbillon de confusion et d'incrédulité. Promotion. Il y a quelques instants à peine, son monde s'effondrait. Elle avait été renvoyée, publiquement humiliée, et son avenir, l'avenir de Léo, avait semblé disparaître dans un trou noir de désespoir. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle, essuyant une larme de sa joue avec le dos de sa main. Le sourire d'Arthur était doux. « C'est assez simple. Vous avez été le cœur de ce restaurant pendant des semaines, et personne ne le savait même. Il est temps que nous le rendions officiel. » Il regarda par-dessus son épaule le personnel rassemblé, qui observait avec une admiration ébahie. « Y a-t-il un endroit plus privé où nous pouvons parler ?» Marie, se remettant de son propre choc, fit rapidement un geste vers le bureau maintenant vacant de monsieur Dubois. « Par ici, monsieur Pélissier. »« Monsieur. » Arthur hocha la tête et guida doucement Ariane dans le bureau, la même pièce où elle avait reçu son dernier avertissement quelques semaines plus tôt. L'ironie ne lui échappa pas. Il ferma la porte, coupant le bourdonnement de la salle à manger, et lui offrit un siège. Il resta debout, regardant par la petite fenêtre la cuisine animée pendant un moment avant de se retourner vers elle. « Ariane, » commença-t-il, sa voix perdant son ton corporatif et retrouvant la chaleur familière d'Arthur. « Quand j'ai commencé cette expérience, j'étais un vieil homme seul. J'avais perdu ma femme. Mes enfants étaient dispersés à travers le monde, dirigeant leurs propres empires, et je tournais en rond dans un pantouse surplombant une ville que je ne reconnaissais plus. J'étais entouré de richesses, mais j'étais spirituellement en faillite. » Il s'assit sur la chaise en face d'elle. « Je suis venu ici à la recherche d'une étincelle de ce qu'Éléonore et moi avions créé.
Je l'ai trouvé en vous. Votre gentillesse n'était pas une performance. Elle était authentique. Et elle était coûteuse. Je sais ce que vous avez sacrifié de vos propres pourboires pour me nourrir. J'ai vu le prix que cela vous a coûté. Il se pencha en avant, son expression sérieuse. Vous m'avez parlé de vos études à l'école Boulle, de votre rêve de concevoir des espaces beaux et fonctionnels. Vous m'avez parlé de votre frère, Léo. À la mention du nom de Léo, le sang-froid d'Ariane s'effondra. Une nouvelle vague de larmes vint. Le nouveau traitement, les factures. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Arthur plongea la main dans la poche intérieure de son manteau en tweed usé. Il en sortit non pas un portefeuille, mais un smartphone moderne et élégant. En quelques pressions du pouce, il passa un appel. « Robert, c'est Arthur », dit-il dans le téléphone. « Je t'envoie un dossier. Un patient nommé Léo Hébert. Oui, mucoviscidose. Je veux que tu lui obtiennes une consultation immédiate avec le docteur Annabelle Chevalier dans sa clinique à Genève. Oui, son équipe. La meilleure. L'argent n'est pas un problème. Il doit avoir accès à chaque essai, chaque traitement, chaque spécialiste. C'est une priorité Pélissier. Facture tout directement à ma fondation personnelle. J'attends un rapport d'ici demain matin. » Il raccrocha et regarda Ariane. Le docteur Chevalier est la chercheuse de pointe dans le domaine. Léo sera entre les meilleures mains du monde. Tu n'auras plus jamais à te soucier d'une autre facture médicale pour le reste de sa vie. Ariane le dévisagea, le souffle coupé. C'était trop à assimiler. Le poids qu'il avait écrasé pendant des années, un fardeau si lourd qu'elle avait oublié ce que c'était que de se tenir debout sans lui, avait soudainement disparu. Soulevé en un seul appel téléphonique de 30 secondes. Elle se mit à sangloter, non pas de tristesse ou de peur, mais d'un soulagement profond et accablant, si intense qu'il en était douloureux. Arthur attendit patiemment, la laissant pleurer. Quand ses sanglots se calmèrent, il continua, « Cela règle la chose la plus importante. Maintenant, la seconde, tes études. Elles seront entièrement financées. Un master, un doctorat, tout ce que tu souhaites poursuivre. Ton seul travail sera d'apprendre et de créer. » Il n'avait pas fini. « Et quant à ton poste ici, je ne te propose pas de reprendre ton travail de serveuse. Et je ne te propose pas l'ancien poste de Dubois comme directeur général. Je t'offre un nouveau rôle, créé juste pour toi. Directrice de l'hospitalité et de l'intégrité de la marque pour tout le groupe hôtelier Pélissier, Amérique du Nord et Europe. » La mâchoire d'Ariane tomba. « Directrice ? Mais, je n'y connais rien. »« Tu sais tout ce qui compte, » rétorqua-t-il. « Tu sais comment traiter les gens avec dignité. Tu sais que l'âme d'une entreprise est plus importante que sa marge bénéficiaire. Je n'ai pas besoin d'un autre costume-cravate qui sait lire une feuille de calcul. » Elle réalisa que son propre rêve avait évolué. Il ne s'agissait plus seulement de concevoir des bâtiments. Il s'agissait de construire des espaces pour l'humanité, pour la connexion, pour la compassion. Elle avait trouvé son but non pas dans une cage dorée, mais dans l'acte simple et profond d'offrir une cuillère à quelqu'un dans le besoin. Et ce faisant, elle avait sauvé plus qu'un vieil homme du froid. Elle s'était sauvée elle-même, et l'héritage d'un amour qu'elle n'avait jamais connu. Les premiers mois de la nouvelle vie d'Ariane ressemblaient à un rêve dont elle avait peur de se réveiller. Elle avait installé sa mère et Léo dans un appartement spacieux et lumineux dans le Marais, avec une terrasse-jardin que sa mère avait toujours désirée et un système de filtration d'air de pointe dédié pour Léo. Ses progrès sous les soins du docteur Chevalier étaient tout simplement miraculeux. Pour la première fois, l'ombre constante de la peur qui avait plané sur sa famille commençait à se dissiper. Au travail, Ariane se consacra corps et âme à la transformation de la cuillère dorée. C'était devenu son laboratoire de la compassion. Le moral des employés monta en flèche et, étonnamment, les bénéfices aussi. Le buzz positif généré par la table d'Éléonore attira une nouvelle clientèle plus jeune, des gens attirés par l'histoire et l'authenticité autant que par la nourriture étoilée au Michelin. Le restaurant se sentait vivant. Arthur était ravi. Il voyait son succès comme une justification de sa croyance en elle et des principes fondateurs de sa femme. L'étape logique suivante dans son esprit était de prendre le modèle d'Ariane et de l'appliquer à l'ensemble du groupe hôtelier Pélissier. Cela signifiait présenter sa vision au conseil d'administration. Et c'est là que le rêve commença à s'effilocher sur les bords. La salle du conseil se trouvait au 40e étage de la tour Pélissier, une cage de verre dans le ciel qui dominait le reste de Paris. C'était un monde de chrome poli, de cuir noir et de chiffres froids et durs. Les membres du conseil étaient des hommes et des femmes qui s'étaient frayé un chemin jusqu'au sommet de l'échelle de l'entreprise, des gens pour qui le sentiment était synonyme de faiblesse. Ariane, dans son tailleur bleu marine le plus professionnel, se sentait comme une enfant jouant à se déguiser.
Alors qu'elle installait son ordinateur portable, elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, leur regard la disséquant, remettant en question sa présence même. Ils connaissaient tous son histoire. La presse s'était régalée de l'histoire de la serveuse qui avait hérité d'un royaume, et elle pouvait sentir leur scepticisme. Arthur, assis en bout de table, lui fit un signe de tête rassurant. Mais sa présence ne pouvait la protéger de l'homme assis juste en face de lui, Mark Theron, le directeur financier. Theron était tout ce que M. Dubois avait été, mais amplifié par un facteur de 1000. Il était vif, impeccablement habillé, armé d'un MBA de HEC Paris, et possédait des yeux qui semblaient calculer les profits et les pertes à chaque clignement. Il voyait Ariane non pas comme un atout, mais comme la folie sentimentale à plusieurs millions d'euros d'Arthur Pélissier. « Comme vous le savez tous », commença Arthur, sa voix résonnant dans la pièce stérile. Ariane Hébert a révolutionné notre restaurant phare. Je lui ai demandé de venir aujourd'hui pour présenter sa proposition de déploiement des initiatives La Dignité d'abord et la Table d'Éléonore dans l'ensemble de nos 54 propriétés en Europe. Ariane prit une profonde inspiration et commença. Elle parla de liens humains, d'intégrité de la marque, de construction d'un héritage. Elle leur montra des photos de la cuillère dorée transformée, du personnel souriant, des lettres de remerciements sincères des invités de la Table d'Éléonore. Quand elle eut fini, il y eut un silence poli mais froid. Puis Mark Theron prit la parole. « Merci, mademoiselle Hébert, pour cette présentation passionnée, » dit-il, sa voix douce comme de la soie mais teintée de condescendance. « J'ai pris la liberté de faire quelques modélisations financières préliminaires sur cette proposition. » Il cliqua sur un bouton, et le grand écran derrière Ariane, qui avait montré des images de gens heureux, fut soudainement rempli de feuilles de calcul austères et brutales. Des chiffres rouges saignaient sur l'écran. L'initiative La Dignité d'abord, avec ses heures de formation accrues pour le personnel, des salaires plus élevés pour les employés non pourvus de pourboire, et des avantages sociaux étendus, représente une augmentation initiale des coûts opérationnels de 17%, déclara Theron, sa voix clinique. L'initiative La Table d'Éléonore, lorsqu'elle est étendue à 54 propriétés, 365 jours par an, projette une perte de revenus annuels directs d'environ 9,8 millions d'euros. Et cela avant de prendre en compte la dilution potentielle de la marque en positionnant nos établissements de luxe comme des destinations caritatives. Il tourna son regard vers Ariane. « Mademoiselle Hébert, vous avez une formation en design et en service hôtelier. Quelle est votre réponse à la réalité budgétaire de votre proposition? Comment justifiez-vous une dépense de 10 millions d'euros pour ce qui est, pardonnez-moi, essentiellement une campagne de marketing basée sur des sentiments? » La question était une attaque directe, conçue pour exposer son inexpérience. La salle était silencieuse. Tous les yeux étaient sur elle. Toute la confiance qu'elle avait bâtie au cours des 6 derniers mois s'évapora. Elle n'était plus Ariane Hébert, directrice de l'hospitalité. Elle était la serveuse prise dans les phares, à qui l'on posait une question à laquelle elle ne savait pas répondre dans leur langue. Je crois en la valeur à long terme. Il s'agit des gens, bégaya-t-elle, ses mots semblant fragiles et inadéquats contre son mur de données. Cela crée de la loyauté, un meilleur environnement de travail. Theron offrit un sourire apitoyé. Les sentiments ne sont pas un actif quantifiable, mademoiselle Hébert. La loyauté n'apparaît pas sur un rapport de résultats trimestriels. Arthur intervint, la défendant, mais le mal était fait. Theron l'avait avec succès présenté comme une idéaliste naïve, et lui-même comme le gardien de la responsabilité budgétaire. Le reste de la réunion fut un brouillard pour Ariane. Le Conseil vota pour reporter la discussion, en attendant une évaluation d'impact financier plus rigoureuse, un terme d'entreprise polie pour une mort lente. Alors qu'Ariane rangeait son ordinateur portable, les mains tremblantes, elle se sentit complètement vaincue. Elle avait échoué. Elle avait laissé tomber Arthur. En sortant de la salle du Conseil derrière les autres dirigeants, elle entendit Theron parler à voix basse à un autre membre du Conseil. « Tu y crois ? 10 millions pour une soupe populaire ?» Arthur perd la main. Il laisse la serveuse diriger l'entreprise. Les mots la frappèrent avec la force d'un coup physique. La serveuse. Après tout, c'est tout ce qu'elle était encore pour eux. Une fille qui avait eu de la chance. Un cas de charité. Le poids de son ancienne vie, celle qu'elle pensait avoir laissée derrière elle, s'abattit de nouveau sur elle, plus lourd que jamais. Pendant 2 jours, Ariane fut un fantôme. Elle se rendit à son magnifique bureau avec sa vue panoramique sur le jardin des Tuileries, mais elle ne pouvait pas travailler. Les feuilles de calcul et les rapports sur son bureau semblaient se moquer d'elle. La confiance et le but qui l'avaient propulsée pendant des mois avaient été remplacés par la voix froide et lancinante du syndrome de l'imposteur. « Theron a raison », murmurait-il. « Tu n'as rien à faire ici. Tu n'es qu'une serveuse qui fait semblant. » Elle évita les appels d'Arthur,
honteuse de lui faire face. Elle se sentait comme une fraude. Il avait investi sa foi dans un investissement qui ne rapportait aucun rendement. Le troisième jour, elle était assise à son grand bureau vide, dessinant sans but dans son vieux carnet de croquis, une bouche de métro, un trottoir parisien fissuré, des images de son passé, quand on frappa doucement à sa porte. C'était Arthur. Il entra sans attendre de réponse, fermant doucement la porte derrière lui. Il n'avait pas l'air en colère ou déçu. Ses yeux bleus étaient remplis d'une compréhension familière et douce. « Dure chute ?» demanda-t-il doucement. Ariane ne put soutenir son regard. Elle hocha simplement la tête, fixant les lignes sur sa page. « J'ai échoué, Arthur. Ils ont raison. Je ne sais pas ce que je fais. Je devrais leur servir le café, pas leur proposer des idées à 10 millions d'euros. » Arthur tira une chaise et s'assit à côté d'elle, pas en face d'elle. Il regarda son carnet de croquis. Le premier discours d'Éléonore devant un conseil d'investisseurs était pour cette entreprise, commença-t-il, sa voix un murmure bas et régulier. Nous étions jeunes. Nous n'avions rien d'autre qu'un rêve. Elle s'est tenue devant une douzaine d'hommes en costume gris, un peu comme ceux que tu as affrontés. Ils lui ont demandé des projections de bénéfices, des analyses de marché. Ils ont mis son plan d'affaires en pièces. Il fit une pause. Sais-tu ce qu'elle a fait? Elle a jeté ses papiers par terre. Elle leur a dit qu'ils posaient les mauvaises questions. Elle a dit « Vous essayez de construire une entreprise. J'essaie de construire un héritage. Une entreprise fait de l'argent. Un héritage fait une différence. » Elle leur a raconté une histoire sur sa grand-mère qui croyait que nourrir quelqu'un était la forme la plus pure de l'amour. Elle ne leur a pas vendu une entreprise. Elle leur a vendu un morceau de son âme. Il regarda Ariane, son regard intense. Ils l'ont chassé de la pièce en riant. Tous sauf un. Un vieux banquier a vu la vision. Il nous a accordé le prêt. Les autres sont tous venus frapper à notre porte une décennie plus tard, suppliant d'investir. Tu n'as pas échoué, Ariane. Tu as juste essayé de parler leur langue. Tu dois leur apprendre à parler la tienne. Il tapota son doigt sur sa poitrine. Le feu que tu ressens maintenant, c'est ce qui forge l'acier. Ne le fut pas construit avec lui. Ses paroles et l'histoire d'Éléonore furent comme une éclaboussure d'eau froide. Il avait raison. Elle avait essayé de battre Marc Théron à son propre jeu. Elle l'avait laissé cadrer le débat. Son pouvoir n'était pas dans les feuilles de calcul. Il était dans les histoires. Il était dans les gens. Un nouveau feu s'alluma en elle, brûlant le doute. La semaine suivante, Ariane ne toucha pas à un seul modèle financier. Au lieu de cela, elle rassembla un arsenal d'histoires. Elle créa un rapport confidentiel magnifiquement conçu, rempli de témoignages de membres du personnel dont la vie avait été changée par le nouvel environnement de travail. Elle inclut un montage vidéo d'interview avec les invités de la table d'Éléonore. Une jeune enseignante en larmes qui pouvait enfin s'offrir un dîner de lune de miel. Un veuf célébrant ce qui aurait été son 60e anniversaire de mariage. Elle rassembla des données non pas sur la perte de revenus, mais sur la réduction de 40% du renouvellement du personnel à la cuillère dorée, calculant les immenses économies en coûts d'embauche et de formation. Elle compila un dossier des mentions élogieuses dans la presse et les médias sociaux, quantifiant l'intégrité de la marque que Théron avait rejetée. Elle convoqua une réunion de suivi avec le conseil. Quand elle entra cette fois, elle n'était pas une épave nerveuse. C'était une femme avec une mission. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix claire et stable. « Monsieur Théron avait raison lors de notre dernière réunion. Je ne peux pas justifier un sentiment à 10 millions d'euros. Donc aujourd'hui, je ne le ferai pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter un investissement de 10 millions d'euros. » Pendant 20 minutes, elle ne leur montra pas une seule feuille de calcul. Elle leur montra des visages. Elle leur raconta des histoires. Elle leur projeta la vidéo. La salle du conseil, habituellement un lieu de débat stérile, était silencieuse, captivée. Elle termina avec les données sur la rétention des employés et la valorisation de la presse positive gratuite. « Ce n'est pas de la charité », conclut-elle, ses yeux balayant leur visage et se posant sur Théron. « C'est l'avenir du marché du luxe. Les consommateurs d'aujourd'hui n'achètent pas seulement un produit, ils achètent une histoire. Ils investissent dans des entreprises qui ont une âme. Ce que je propose n'est pas un centre de coût. C'est un investissement dans notre âme. C'est l'actif le plus précieux que nous ayons. » Elle termina, et le silence qui suivit fut différent. Il n'était pas froid. Il était contemplatif. Une membre plus âgée du conseil, une femme qui avait été farouchement sceptique auparavant, commença lentement à applaudir. Puis un autre la rejoignit, et un autre. Bientôt, toute la salle applaudissait, non pas une serveuse, mais une dirigeante. Marc Théron resta assis dans un silence stupéfait,
vaincu. Il était venu armé pour une bataille de chiffres, et elle avait gagné avec une armée de cœurs humains. La proposition fut adoptée à l'unanimité. Plus tard ce soir-là, Ariane se tenait avec Arthur dans son bureau, regardant les lumières scintillantes de la ville. « Éléonore aurait été si fière de toi, » dit-il tranquillement. Ariane regardait le fleuve infini de phares coulants dans les rues de la ville en contrebas. C'étaient tous des gens avec des histoires, des espoirs, des luttes. Pour la première fois, elle sentit qu'elle avait sa place dans cette tour, non pas parce qu'on lui avait donné un titre, mais parce qu'elle avait gagné sa place. Elle n'avait pas seulement sauvé son emploi ou lancé un programme. Elle avait trouvé sa propre voie et l'avait utilisée pour rappeler à toute une entreprise que son plus grand héritage ne serait pas l'or de ses cuillères, mais la chaleur qu'elle offrait aux gens qui les tenaient. L'histoire d'Ariane est un puissant rappel que la personne que vous êtes quand personne ne regarde et qui vous êtes vraiment. Son unique acte de compassion, un acte qu'elle pensait être sa chute, est devenu le fondement de tout son avenir. Cela nous enseigne que l'intégrité ne réside pas dans les grands gestes, mais dans les petits choix cohérents que nous faisons chaque jour, surtout lorsqu'ils sont difficiles. Arthur Pélissier ne testait pas seulement son personnel. La vie, à sa manière, testait Ariane, et elle a réussi avec brio.